Salut, c'est Alyosha et bienvenue dans Vision. Le photographe, c'est quelqu'un qui doit faire l'aller-retour permanent entre le passé, l'avenir et le présent. Et au fond, c'est presque comme une histoire d'amour qu'on vit chaque fois. Mais c'est très frustrant de se dire que maintenant la photographie devient si facile. Et vous savez, aujourd'hui, tout le monde est photographe. Cet épisode a été rendu possible grâce à Pixmentor, plateforme d'activité photo en France et dans le monde entier. Merci également au festival Incadakes pour son invitation et pour la mise en place de ce podcast. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Vision, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, un épisode inédit pour nous, puisqu'on enregistre en ce moment même en Catalogne pour la 4e édition du festival de photographie Incadakes. Comme vous l'avez sûrement vu dans le titre du podcast, on va parler aujourd'hui de photographie plurielle. On avait traité le sujet dans l'un des premiers épisodes avec Benoît Baume de Fisheye et Audrey O'Haraud du festival Circulation. Je vous conseille d'ailleurs de le réécouter. Il s'appelle « Les nouvelles formes d'images exposées ». C'était son titre. Et on l'a vu aujourd'hui ici, depuis notre arrivée à Cadaqués. Beaucoup de photographies sont mélangées au texte, à la musique, au collage, à la peinture. On réaffirme la matérialité de l'image pour lui donner plus de poids. Par rapport à l'épisode évoqué auparavant, on va avoir un point de vue différent, celui de photographes, spécifiquement 2 femmes photographes, Henrique Stahl et Mor Varilka. Bonjour à vous deux. Salut. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui à Cadaqués. Alors première question, comment vous définir en tant qu'artiste plasticienne ou en tant que photographe ? Mor Varilka, je te laisse commencer. Je dirais plutôt plasticienne, bien qu'il y ait toujours de la photo dans ce que je fais. Ça peut pas se limiter juste à de la photo. Il y a notamment beaucoup de performances, de plus en plus de performances d'ailleurs. Donc je pense plasticienne, ça englobe plus l'intégralité. Et toi, Henrique ? Alors moi, c'est clairement photographe. C'est avec ça que je gagne ma vie depuis bientôt 20 ans. Par contre, je ne peux pas me limiter à montrer de la photographie à plat sur un écran, donc j'ai toujours besoin d'espace et de volume pour montrer ce que j'ai envie de montrer. Donc un petit côté plasticien de ce côté-là. Donc photographe, mais plasticienne aussi. Un peu le juste milieu. Pouvez-vous nous raconter votre parcours de vie et d'artiste, Henrique, par exemple ? Alors moi, je suis autodidacte. En fait, je suis venue à Paris pour faire un stage avant de rentrer en école pour les études. Et puis j'ai fini par commencer à faire mes propres séries toute seule après avoir été assistante pendant 1 an. Et quand j'ai voulu retourner à l'université, ils me disaient que j'étais déjà allée bien trop loin. Donc j'ai commencé avec ça et fini à tout apprendre toute seule. J'ai grandi en Allemagne, j'ai vécu et appris entre Paris et Berlin. Et ça fait depuis bientôt 20 ans que je saute un peu entre les deux et que je prends le meilleur des 2 côtés. Voilà. Moi, c'est aussi autodidacte. J'ai toujours eu une pratique artistique depuis petite, mais je l'ai jamais prise au sérieux. Ça a toujours été à côté d'autres activités. Et puis en 2011, c'est là où je me suis dit, tiens, c'est quand même quelque chose qui est très récurrent, très présent, de plus en plus présent. Donc peut-être qu'il faut inverser la vapeur. Donc c'est là où c'est devenu mon activité principale et dominante. Mais clairement, approche autodidacte. Donc tout s'est fait vraiment en bidouillant et en apprenant sur le tas. La première partie de mon travail s'est beaucoup portée sur l'Iran. Donc je suis iranienne. Oui, je suis née en Iran. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 10 ans à peu près. Et puis je suis retournée très régulièrement, de temps en temps, pour rester 1 an et des poussières aussi. Au début, tout mon travail se faisait systématiquement en Iran. C'était un peu la connexion que je m'étais racontée aussi. Et ça me faisait vraiment plaisir d'aller travailler là-bas. Et petit à petit, par la force des choses aussi, j'ai commencé à travailler ailleurs. J'ai commencé à faire des collaborations avec d'autres artistes aussi, qui sont des danseurs. Yuko Kazeki et Sherwood Chan, qui sont 2 personnes avec qui je travaille beaucoup. Qui m'amène aussi, pareil, du coup, à Berlin. Beaucoup des performances et des collaborations de ce genre se font là-bas. Et voilà, donc maintenant, la pratique, elle a plus de géographie, disons. Mais ça m'a permis d'aller un peu plus en profondeur sur les thématiques et travailler surtout la dimension plus universelle que iranienne de la chose. Du coup, tu exposes ici à Cadaqués ta série appelée Ecotone. C'est une série de 27 collages qui utilisent la technique japonaise appelée kintsugi. Donc c'est une technique, pour vous en parler un petit peu, c'est une technique ancestrale qui consiste à réparer un objet, donc souvent de la porcelaine,
en soulignant ces lignes de faille avec de la laque ou de la poudre d'or, au lieu justement de chercher à les masquer. Je trouve ça assez fascinant comme procédé. Et les photographies utilisées dans ces collages sont issues d'une performance. Donc cette série a évidemment une dimension très physique. Peux-tu nous parler de tout le processus créatif de ce projet de manière chronologique ? Absolument. C'est parti d'abord d'une idée. J'avais envie et besoin de travailler sur la notion de cassure. Et ce qu'on fait avec les morceaux cassés, les morceaux orphelins, comment est-ce qu'ils peuvent être transformés. Donc ça, c'était vraiment le sujet qui me trottait dans la tête depuis quelque temps. Et comme à peu près tous les projets, ça commence par une idée et après, je sais pas exactement comment mettre ça en forme. Et je me suis rappelée de cette technique kintsugi que je connaissais. Et comme toute belle chose japonaise, il y a vraiment une grosse philosophie derrière qui colle exactement à mon propos. Donc chronologiquement, ça s'est traduit par un voyage de 3 semaines au Japon pour travailler avec un maître kintsugi, Muneaki Shimode. Et là, tout le travail, c'était comment est-ce que cette technique peut être appliquée au papier photo sans dénaturer la technique. Donc moi, ça m'intéressait pas de mettre de la colle et puis un peu de peinture dorée par-dessus. C'était vraiment la technique telle quelle que je voulais utiliser. Donc on a fait pendant 3 semaines, on était vraiment bloqués sur le dosage de la poudre de riz et de la laque urushi pour trouver le bon dosage qui fonctionne avec le papier. Donc il y avait déjà ce premier échange artisanat-art. Question de détail aussi, hein, vraiment. Qui est totalement sur le détail et donc ce qui était vraiment très très enrichissant, qui s'est fait à Kyoto. Ensuite, l'étape d'après, c'était je voulais que les pièces aient vraiment eu un vécu et qu'elles soient usées, cassées, déchirées, froissées par le vécu et pas de façon artificielle. Moi, dans mon atelier, qui coupe mes petites photos en morceaux. Et c'est là, en réfléchissant, qu'on s'est dit, tiens, ce serait intéressant de le mettre dans une performance, d'utiliser ça comme matière première dans une performance. Donc avec Yuko Kazeki et Sherwood Chen, on a fait une performance à Berlin d'1 heure, 1 heure et demie, où on était 3 sur scène, eux en tant que danseurs, moi en tant que artiste plasticienne. Donc je me suis pas transformée en danseuse, mais je jouais mon rôle en fait. J'avais mon rôle. Et on a utilisé ces photos et par la force des choses, les photos et les papiers étant fragiles, ça s'est déchiré, ça s'est usé. À la fin de la performance, j'ai récupéré tous les morceaux qui restaient. Et là, il y a eu un temps de 3 mois par pièce de collage parce qu'il y a 3 couches de laque, de la poudre de riz, poudre d'or, et tout ça, ça prenait beaucoup de temps de séchage. Donc ça s'est un peu fait vraiment par ces 3 grandes étapes-là. On vous montrera bien sûr les photos sur l'Instagram du podcast pour que vous ayez une idée aussi. Avant de parler d'une autre série que j'avais adorée, que j'avais vue au Festival Circulation, Enrique, toi tu exposes une série intitulée Plane of Existence, dans laquelle tu explores la sensation du sentir vivre, avec donc 3 parties distinctes. Donc la première, Risk It, Touch It and Push It. J'ai trouvé le concept génial et la scénographie également. Quelle est l'origine, la genèse de ce projet ? Alors, j'ai un petit texte qui a été écrit sur cette série que je trouve assez joli, que je vais vous lire. C'est Plane of Existence. Qu'on ait fréquenté la mort en haut lieu ou dans les bas-fonds, qu'on ait redouté, combattu, toisé, ignoré, défié ou juste oublié, qu'on ait été saisi par ce vertige à cet instant où l'on sent que ça bascule dans le vide de l'inconnu alors qu'on n'avait rien vu venir, qu'on se sent immortel, éternel, increvable ou qu'on se sent soudain foutu. Qu'on croque la vie, qu'on la brûle, qu'on la chérisse ou qu'on la maudisse, qui que l'on soit, quel que soit notre âge, on a tous un moment ou un autre cette irrépressible envie de se sentir vivant. Voici 3 façons d'envisager cette valse à 3, la mort, la vie et nous au milieu. En fait, j'ai fait cette série en une année où j'ai perdu des proches jeunes et ça m'a mis un peu à basculer aussi, moi qui suis maman, à me dire que on peut partir d'un coup à un autre, et j'avais besoin, avoir vécu tout ça, de soudainement, de vraiment renforcer ce sentiment de on est encore en vie et comment on peut exprimer ça. C'était un triptyque en fait, il y a 3 parties. La première, c'est que je suis partie photographier des centenaires. C'était un peu comme voir les grosses montagnes, cette calme absolue, les gens qui ont dépassé 100 ans et qui étaient du coup
un peu un réconfort par rapport au fait de pouvoir partir jeune. Après, il y a une partie qui s'appelle Risky, où je photographiais des motards et des tirages que j'ai brûlés. En fait. Enfin, vraiment ce truc de se pincer la peau pour se sentir encore vivant. Et après, il y a la troisième partie qui s'appelle Touchy, donc tout simplement vivre la vie. Et puis c'était une espèce d'eau dans la vie, en fait, d'avoir fait ces photos-là. Je les ai fait au Cap-Vert avec des gens qui faisaient du sport sur la plage. Voilà un peu d'où venait l'origine du projet. L'idée de la série. Et du coup, oui, ce projet, tu l'as construit autour de plusieurs médiums. Hein. Dans tout ce que j'ai vu ici et ailleurs, il y a du collage, il y a de la peinture, il y a du texte. Il y a un jeu qui est assez fascinant avec les supports et les tirages. Tu viens d'en parler aussi dans la première partie de ton projet, les tirages qui sont brûlés, que tu as brûlés. Des choix d'installation aussi très forts. Pour définir cette hybridation des pratiques, Michel Poivert, qui est historien de la photographie, qu'on a déjà invité, parle de photographie amplifiée. Tu en parlais un peu au début, mais pourquoi ce choix de ne pas seulement exploiter la photographie comme seul médium et justement d'utiliser tous ces différents moyens d'expression? Alors là, il faut parler d'un dommage collatéral ou latéral, je sais pas. On dit collatéral. Dommage collatéral, ouais. Un dommage collatéral de ma formation. En fait, j'ai commencé la photo en 2000. C'était le début, on était encore en argentique, mais c'était le début du numérique, c'était le début de Photoshop, le début de plein de filtres qui apparaissaient. Il y a toute une partie de ma vie de photographe que j'ai même à Google demandé d'effacer parce qu'on exploitait des filtres Photoshop, etc. qui, un an après ou 5 ans après, nous paraissaient complètement affreux d'avoir utilisé. Donc c'était un peu de toucher numériquement aux photos. C'est un truc qui devient assez rapidement démodé et plus regardable parce que c'est des anciennes techniques, alors que la peinture, c'est un truc... pour du vrai, comme le découpage, je fais aussi beaucoup de découpage, de brûler les photos, j'en ai fait flotter dans l'eau de mer, puis vraiment tout ce qui est touché à la main, ça ne se perd pas dans le temps. Donc là, sur cette série, il y avait des parties que j'avais juste voulu effacer pour en voir mieux d'autres. Donc au lieu de faire ça à l'ordinateur, surtout le ciel bleu par exemple, qui est pour moi une espèce d'horreur de la photo de pub que j'ai fait pendant un certain temps. Du coup, c'est des trucs dans mon travail d'art que j'ai envie de ne pas voir. Et donc, du coup, pour ne pas les voir, je vais pas utiliser Photoshop. Mais pour le coup de la peinture, ça fait 14 ans que je fais de la peinture sur des photos aussi dans d'autres moments. Voilà un peu pourquoi. Donc c'est intéressant la peinture, tu dis, pour cacher des éléments, pour en montrer d'autres, pour en c'est ça ? amplifier d'autres, pour mener le regard un peu ailleurs que là où il se placerait probablement en premier degré. D'accord. Et ce choix aussi des couleurs un petit peu artificielles, parce qu'un ciel vert, ça n'existe pas, ça c'est... Pourquoi tu fais ce choix-là ? C'est un choix de couleur, c'est juste un truc perso, je suis pas super fan de ciel bleu en photo. Et après aussi c'est de la partie vivre la vie à plein fond, donc elle avait besoin de couleurs en fait. Je suis pas toujours aussi coloré dans mes images que dans cette série-là. D'accord, super. Morvarid, on revient à toi. J'avais aussi adoré ta série Once Upon a Time que tu avais exposée à Circulation notamment. Pour ce projet, tu avais recouvert tes images d'encre, donc ce qui formait une œuvre évolutive, puisque l'encre s'estompe peu à peu dans le temps, mais tu l'as découvert aussi par toi-même au fur et à mesure. La temporalité et la mémoire, c'est des notions qui sont fondamentales et souvent utilisées dans le champ des arts plastiques. Je pense par exemple au travail du peintre Roman Opalka, qui se prenait en photo à chaque fin de séance tout au long de sa vie sur un fond blanc. Du coup, ses cheveux qui progressivement devenaient blancs aussi disparaissaient peu à peu, se fondaient avec justement ce blanc derrière. Et cette série d'autoportraits rendait finalement plus visible la dimension physique et humaine de son travail. Toi, Morvarid, quelle importance tu donnes à la temporalité dans ton art ? Je pense que c'est très important parce que déjà, à la base, tout mon travail porte beaucoup sur la mémoire, la transformation avec le temps, l'absence, le manque. Et tout ça, c'est des choses qui sont liées au temps parce que quand on a eu un vécu, qu'on veut pas laisser filer, c'est juste se le rappeler au maximum pour que ça ne disparaisse pas au moins de la mémoire. Donc je pense que j'ai déjà, dès le départ, cette thématique-là en tête. Et puis après, dans mon projet, j'ai envie que ça apparaisse aussi. Alors des fois, c'est totalement aléatoire. Par exemple, justement, ce projet Once Upon a Time, le recouvrement des photos avec l'encre, moi, je ne savais pas qu'avec le temps, les années passant,
la photo allait émerger un peu plus. Donc ça, c'était une très belle surprise. Mais là, c'est vrai qu'avec ce projet, il y a aussi la même chose avec le temps. La laque Urushi a tendance à créer des marques, des traces sur la photo. Donc ça, moi, ça me plaît beaucoup parce que je trouve que c'est vraiment... Presque des cicatrices. Ouais, et puis ça continue à vivre, ça continue à se transformer. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est la notion de transformation qui m'intéresse, moi, dans la temporalité. Une partie qui est initiée par moi, et puis une partie qui continue sa vie, même sans moi, naturellement, les ingrédients entre eux, quoi. D'accord. Question pour vous deux, Enrique et Morvarid. J'aimerais en savoir un peu plus sur votre approche, justement. Tu en parlais un petit peu, mais l'avant, le pendant et l'après de chaque projet. Morvarid, tu parlais dans une interview d'un moment de manipulation et de réflexion avant la réalisation d'une œuvre. Est-ce que vous avez une idée précise et concrète du fond et de la forme de chaque projet ? J'imagine que ça évolue en créant. Comment ça se passe, Enrique, pour toi ? Il y a les deux, là, cette série-là. Je l'ai vraiment juste shooté comme ça, sans trop en savoir ce que je ferais après. Donc, c'est venu après, l'intervention que j'ai fait dessus. Après, il y a d'autres, comme Mon Roi, on va en parler après, qui étaient plus des images conceptuelles qui ont été créées et travaillées ensemble avec les mannequins au départ, avant de les faire. Il y a vraiment les deux. D'accord. Et toi, Morvarid ? En fait, ça change vraiment selon les projets. Des fois, je sais que j'ai une idée, comme par exemple cette idée de cassure que j'ai en tête et je sais pas comment le réaliser. Donc, je viens un peu avec l'idée, je commence à glaner des photos, à faire des photos. Des fois, c'est l'inverse. Des fois, je suis plutôt dans une écriture autodidacte à aller faire des photos de choses qui toujours me fascinent et me parlent. Et en sachant que là, tout de suite, je sais pas à quoi ces photos vont servir, mais après, elles prennent forme. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une étape où j'ai de la matière première, parce que pour moi, la photo en soi, c'est vraiment une matière première. C'est jamais le projet fini ou la pièce finie. Donc j'ai toujours un moment où j'ai des photos et des idées et des bribes de texte qui traînent partout dans mon atelier, en attente de transformation. Je pense que j'ai besoin de les avoir sous les yeux pour voir aussi comment ils pourraient se transformer. Et c'est effectivement en essayant des choses, en manipulant beaucoup l'image, que ça se concrétise. Ce projet, par exemple, Ecotone, j'avais aucune idée comment ça allait se terminer. Même à des moments où je savais que ça allait passer par une performance, même après la performance, j'avais toujours pas idée visuellement de à quoi ça allait ressembler. Est-ce que toi, Enrique, t'as ce besoin-là aussi de travailler en atelier et d'assembler des images en les tirant, en les classant, les archivant ? Oui, tout à fait, oui. Ouais. Là, je suis en train de travailler une série sur la mémoire que j'ai fait avec mes enfants pendant le confinement, qui sont des parties découpées qui marchent en volume. J'ai assez du mal d'ailleurs à montrer mes images ou mes séries à plat pour des concours dans les dossiers numériques, parce que c'est toujours des trucs qu'il faut voir en volume et en vrai, et puis souvent c'est difficile de reproduire à plat. Ouais. Et au début de ton parcours, est-ce que tu travaillais seulement avec la photographie et justement les médiums, c'est arrivé petit à petit ? Oui. Ouais. Moi, j'ai commencé argentique, le numérique n'existait pas encore. Première intervention que j'ai commencé à faire, c'était en 2005-2006, quand j'ai commencé à peindre à l'huile sur les photos. Donc là, ça a été une révélation, tu t'es dit, j'ai envie d'allier les deux. D'accord. Je lis en ce moment un livre très intéressant, enfin en tout cas que je trouve très intéressant. Il est super. De Tim Ingold, qui s'appelle Une brève histoire des lignes. C'est une anthropologie de la ligne dans laquelle il évoque la notion de frontière, qui peut être d'ailleurs une ligne visible ou invisible. Dans vos travaux respectifs, vous avez souvent réfléchi aux notions de mémoire. Enrique, tu viens d'en parler, que tu prépares justement un projet sur la mémoire, de racines et de frontières. J'ai pensé aussi à ta série Migration, Enrique, ou bien de Thin Line pour toi, Morvarid. Pourquoi avez-vous voulu traiter ce sujet ? Comment l'avez-vous matérialisé, cette notion de justement mémoire et de ligne ? Morvarid. Le pourquoi, pareil, encore parcours personnel, le fait d'avoir quitté l'Iran et justement une fois que j'ai quitté l'Iran, j'ai pas cherché à m'ancrer dans un autre pays et d'une certaine façon remplacer l'Iran par un autre pays. Donc j'ai toujours été dans un entre-deux, j'ai toujours été dans justement la comparaison et le fait de passer d'un univers à un autre, d'une culture à une autre avec ses propres frontières, ses codes,
c'est son existence. Donc je pense que ça vient tout simplement de ça. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma vie. Après, la façon de le présenter, vraiment, ça change d'un projet à un autre. Ça dépend vraiment de où est mis l'accent. Ça change, mais avec toujours cette envie que ça reste évolutif, que ça continue de se transformer avec le temps, et puis aussi que ça évoque des choses différentes selon les personnes. Donc le laisser assez ouvert, assez symbolique, assez abstrait, pour que chacun puisse se l'interpréter à sa façon. Mais c'est vrai que, comme tu dis, oui, la ligne, la frontière, c'est quand même un mot qui est assez abstrait. Concrètement, comment le matérialiser en photographie, c'est toujours été quelque chose qui m'a beaucoup interrogé, ouais. Toi, Enrique, justement, pour ta série Migration, t'avais littéralement travaillé sur la frontière entre la France et l'Allemagne, c'est ça ? Alors moi c'est pareil, je pense que c'est un gros truc que nous on apporte parce qu'on vit entre deux cultures en fait. Donc moi c'est entre la France et l'Allemagne. Notamment une fois qu'on fait grandir des enfants, il y a toujours des choses desquelles nous on a le manque parce qu'on les a eues quand on était petits, qu'on a pu aujourd'hui. Après aussi la question que je me pose aujourd'hui sur le nouvel travail que je fais sur les mémoires de qu'est-ce qui était mieux, est-ce que c'était vraiment mieux ce qu'on a vécu avant ou là-bas parce que c'était vraiment mieux ou juste parce que c'était notre mémoire à nous. Aussi, on peut construire une mémoire, en fait, ça dépend de ce qu'on en sort, parce que on peut deux personnes peuvent vivre la même chose et en avoir deux mémoires différentes, en fait. Donc, vraiment, qu'est-ce qu'on en garde? Pourquoi on garde ça? Ça, c'est mon nouveau travail où, du coup, je découpe des parties, j'en cache des autres pour les superposer, parce que chacun crée sa mémoire quelque part. La série Migration, je l'avais fait, c'est parce que, à la base, une anecdote, c'est qu'à chaque fois que je reviens de l'Allemagne, ma voiture est chargée à bloc avec des pommes de terre, des produits de supermarché qu'on peut pas trouver en France. Mon mec, à chaque fois, il se fout un peu de ma gueule quand je reviens. Tous ces trucs comme si j'étais revenu dans un tiers pays. Et du coup, j'ai fait cette série-là autour de la frontière, à côté de Mulhouse, où les gens ils travaillent au-delà de cette frontière. Ils traversent, ils vont faire des courses d'un côté du pays ou de l'autre. Il y en a qui travaillent d'un côté ou d'un autre. Et puis j'avais fait ça un peu d'une façon un peu mystérieuse, comme les réfugiés qui partent. Ces réfugiés, sauf que nous, c'est une façon beaucoup plus simple que de traverser la frontière que malheureusement pour beaucoup d'autres. Et ça revient qu'aujourd'hui, je peux pas bouger aussi facilement entre les deux pays parce que là, je dois faire 2 semaines de quarantaine pour rentrer en Allemagne, par exemple. Oui, là, on vit une situation un peu complexe. À plein moment, et puis aussi là où je vis, au Bavilliers, on a tous les problèmes des migrants qui vivent dehors, qui se font virer, etc. Donc on est touché de ces trucs-là parce que moi j'ai une façon assez facile de pouvoir traverser ces deux frontières tout le temps. Et il y en a d'autres qui l'ont pas, et donc du coup ça me touche particulièrement. Et j'aimerais maintenant qu'on parle du mot trace qui est intimement lié à celui de la ligne. De nos jours, les photographies digitales sont stockées dans nos ordinateurs, dans les disques durs, sont trop peu souvent tirées, publiées. Publié autrement que sur les réseaux, sur Instagram, sur les sites. Pourtant, on déclenche souvent pour laisser une trace, témoignage d'un instant, de notre présence à un endroit précis. Enrique, on en parlait au Aubervilliers, un autre projet que tu as fait, qui est intitulé Mon Roi, sur la banlieue parisienne, sur le 93, précisément. Tu évoques justement le fait de vouloir, comme tu disais, laisser une trace, je te cite ici, laisser une trace que je pourrais montrer à mes enfants, une trace forte au regard doux. Est-ce que cette notion de trace influence souvent votre travail à toutes les deux, Enrique? Je te laisse commencer. Alors pour répondre sur la première partie, comme je disais déjà, j'ai assez du mal à voir des images qu'à l'écran ou encore de les voir qu'au mur. Moi j'ai besoin d'un espace de volume et puis je trouve qu'il faut sortir les images de ça. Donc vraiment une photo est faite aussi pour exister en vrai. Et je supporte pas accrocher tout au mur, donc j'ai toujours besoin d'un espace de volume où les gens ils peuvent se promener dedans et vraiment vivre dedans. Après, cette histoire de traces, moi j'ai fait ça parce que j'en avais marre on rebondit à chaque fois sur les trucs cruels qui se passent dans le 93, les brûlures de voitures, des assauts, et que mes enfants ils grandissent pas là-dedans, donc cette trace que je voulais leur laisser, c'est aussi sur quoi on porte le regard de ce qui se passe en fait. Donc moi j'ai besoin de ce regard doux parce que cette région, et pour moi aussi, il se passe plein de trucs bien. On a des terrains vagues, on a des ouvertures, on voit du ciel. Moi ça me fait beaucoup penser à Berlin. Donc un peu de deux façons différentes, comme la création de la mémoire, c'est pendant ce qu'on en montre, on crée une trace différente, donc j'avais besoin de porter ce regard doux sur cette région-là, parce que
Ton propre regard. Oui, parce que je voulais pas que mes enfants, dans 20 ans, se disent qu'ils ont grandi dans ce bordel-là, parce qu'ils ne sont jamais fait péter la gueule, ils ne sont jamais fait brûler une voiture, et puis ils ont vécu autre chose. Donc tout dépend, surtout la presse qui a besoin tout le temps de rebondir sur des trucs spectaculaires. Moi, j'aime pas montrer les choses trash ou violentes, parce que je trouve que c'est trop facile d'attirer les regards avec ça. Je pense que c'est beaucoup plus fort et difficile, mais c'est notre travail d'attirer le regard avec les choses douces. Et comment tu l'avais fait concrètement justement avec le projet Mon Roi ? Mon Roi, j'ai créé des capes de roi avec des photos que j'ai imprimées, et puis je suis allée voir des gens qui ont des choses à voir dans mon quartier. Donc première partie, c'était Mon Roi. Il y a notamment Gamard qui se promène, ou qui me promenait à l'époque avec son cheval. Il y a un casque de moto sur la tête à Montreuil, avec qui j'ai commencé de faire la série. Après, j'ai cherché d'autres garçons, parce que c'est souvent des lesques ou la banlieue qu'on parle. Après, j'ai élargi à mes reines, parce que j'ai choisi de photographier les mères qui ont la force de faire grandir leurs enfants dans tout ce bordel-là. Donc tu avais imprimé tes photos sur des capes que tu avais fait porter, c'est ça ? Il y a des capes que j'ai créées, où j'ai transformé Louis XIV en noir. Ça, c'était une des photos. Après, il y a une photo de la chute du mur, rien à voir avec ça, mais pour moi c'était un mouvement de foule, mais qui était paisible et dans la joie, en fait, dans la réunition, pas dans une espèce de guerre. Donc pour moi c'était une image importante de la vie, des mouvements de foule. C'était plusieurs motifs comme ça, et les gens, chacun que j'ai pris en photo, ils ont choisi une de ces capes, et puis ils posaient assez fièrement, si je me rappelle bien. Ouais. Ça, et puis ça leur aidait aussi un peu à se dissocier, en fait, de ce fait d'être photographié. C'était un peu un véhicule pour moi de les sortir. De leur réalité, ou juste de leur quotidien. Ouais. Toi, Morvaril, la notion de trace ? Elle est importante aussi, et je pense que ce qui m'intéresse dans la trace, c'est le fait que c'est une interprétation dans un premier temps, c'est-à-dire que c'est tel que moi je vois les choses, mon interprétation et la trace que je veux en laisser. Par exemple, le travail sur lequel je suis en train de travailler en ce moment, qui porte un peu sur les feux de forêt, ça a été le déclencheur. J'étais en Australie pendant les feux, et ce que j'ai fait, c'est envelopper les arbres brûlés, une fois qu'ils étaient brûlés, une fois que c'était trop tard, les envelopper avec des tirages photos. Et du coup, ça laisse une trace brute, puisque c'est vraiment une trace physique et brute du charbon sur le tirage photo. Donc ça, c'est des choses qui m'intéressent d'aller chercher, qui est aussi une autre façon de parler, par exemple, d'une thématique très médiatisée, qui était les feux de forêt, qui vont d'ailleurs redémarrer malheureusement bientôt. Tu étais sur place, du coup, à ce moment-là ? Oui, d'accord. Ouais, donc ouais. C'est une idée qui t'est venue naturellement en Et voyant puis, ce qu'est ton environnement. je suis allée le chercher. D'accord. En voyant ça dans les médias, ça m'a interpellée, et je me disais, certes, les photos de feu, ça marque les gens, mais c'est une situation d'alerte. Moi, ce qui m'intéressait d'aller chercher, c'était l'après, une fois que tout est brûlé, que tout est mort, qu'il y a un silence absolu et que c'est trop tard. Qu'est-ce qu'il en reste, et comment est-ce qu'on reçoit ces traces-là? Donc c'était une autre façon de parler de la thématique, et je pense que dans la trace, c'est ça qui m'intéresse, le fait que c'est des regards différents d'une même chose, avec toujours une matérialité qui fait que ces traces d'arbres vont perdurer sur ces tirages photos. Mais en même temps, c'est une abstraction d'une réalité, parce que quand on voit le tirage avec les traces de charbon, on est à milieu d'imaginer ce qu'on regarde, que c'est un arbre brûlé, tout ça. Et c'est ça qui m'intéresse, toute la part vraiment abstraite, et à quel point ça vient interpeller l'imagination. On revient un peu à la notion de temporalité dont on parlait tout à l'heure. Absolument. Là, c'est l'après que tu mets en avant, c'est intéressant. Et pour chaque projet, effectivement, j'ai l'impression que tu changes souvent de médium, ou tu en découvres de nouveaux. Pourquoi ce choix-là ? C'est pareil, c'est naturel ? Je sais pas, je m'étais jamais posé la question. Ça me venait totalement naturellement de me dire je pars de ce que je veux exprimer, et j'essaye de voir quelle est la manière la plus juste de l'exprimer.
Et c'est intéressant parce que je me suis pris plusieurs fois la remarque de oui, mais tu comprends, enfin notamment de la part de galeries, il faut que tu aies une patte, il faut que tes travaux aient une ressemblance, qu'on te reconnaisse. Et en fait, une esthétique, moi, quelque chose comme ça. Moi, c'était pas ce type de remarque que je voulais faire. C'était juste une constatation. Oui, je sais, mais enfin, et du coup, c'est là où moi aussi je l'ai constaté. Je me suis dit, ah oui, tiens, c'est vrai. D'un projet à un autre, ça change. Le sujet, la sensibilité reste la même, mais la matérialisation varie, et je pense que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, et ça va continuer à durer, parce que c'est comme ça que je m'amuse aussi. Ça me permet de découvrir des nouvelles choses. Là, on est sur des arbres brûlés, donc la présence du charbon est vraiment très important. Si j'étais sur l'étape d'avant, je dirais le feu est très important, et j'aurais cherché d'une façon ou d'une autre à l'intégrer à mon travail, Dans le podcast Vision, on laisse la parole à plusieurs générations, mais je sais que beaucoup de jeunes issus d'écoles de photo nous écoutent. Par rapport à votre parcours, quels conseils donneriez-vous à cette jeune génération, Enrique, toi par exemple? Alors moi, là, j'ai particulièrement envie de les encourager à faire leurs propres expositions assez tôt. Moi, j'avais fait Mon Roi au Voix Off il y a 2 ans. Et j'ai du coup voulu remonter cette exposition à Paris. Donc on a créé Ban, une exposition avec Marie Benaïch, où on a invité d'autres jeunes photographes. Et puis j'en ai fait la scénographie. Et puis c'est un moment vraiment très important de travailler d'imaginer son travail en espace. Et puis de commencer tôt avec ça, de se donner plaisir aussi à montrer. Et puis inviter les gens physiquement dans notre travail. Pas juste avec un book et pas juste avec un site internet, mais de créer ces trucs là où on peut. Et puis Mon Roi, c'était des rencontres assez fantastiques que j'ai eues dans l'exposition, que moi je tenais moi-même avec des gens que j'aurais jamais eu des retours dedans, en fait, autrement que être sur place et parler avec eux. Donc vraiment, lancez-vous assez tôt de faire vos propres expositions. Il n'y a pas besoin de gagner un prix ni de faire partie d'un festival pour pouvoir faire ça. Il y a notamment les Voix Off de Arles qui sont géniales pour ça, mais il y a plein d'autres possibilités de le faire, et puis voilà, on s'est mis là-dedans. Et puis on revient un peu au lieu d'origine, même si c'était pas Aubervilliers, mais c'était le 93, Ban a été exposé à Pantin. La première exposition de Ban qu'on a fait, c'était à Saint-Denis, en fait, à l'Orfèvrerie. Ouais. Et après, au magasin généraux à Pantin, oui. Donc c'était important aussi pour toi de faire une exposition, un endroit qui était proche du lieu de... Oui, surtout le choix du bâtiment, enfin, il n'y en a pas besoin. J'aime bien la grandeur, en fait. À Berlin, on a des espaces qui sont assez vastes, et là j'étais content qu'on nous prête des espaces grands dans lesquels on pouvait faire... C'était les magasins généraux à Pantin, ouais. Et du coup aussi le choix de faire uniquement des tirages suspendus à taille réelle, taille humaine, donc on était en face des gens. On va vraiment les sortir, et puis il y a des façons qui coûtent pas trop cher de pouvoir faire ça. On n'a pas besoin d'énormément de sous pour faire des expositions, donc à se lancer, quoi. C'est ça, et puis penser à des scénographies, penser à des assemblages. Toi, Marguerite, tu es d'accord avec ça? Ah oui, absolument. Je pense que justement le fait de les rendre physiques, de ne pas les garder justement sur l'ordinateur ou sur son Instagram uniquement, c'est très important. C'est comme ça qu'on regarde les choses différemment. Je rajouterais, je pense que c'est important d'être très intègre et humble. C'est les deux choses qui font grandir. Et aussi le fait de s'observer, en fait. Aujourd'hui, je trouve qu'on est très tourné vers l'extérieur, les autres artistes... Et ce côté de les autres réussissent mieux, alors comment ils font, et je pense que tout ça c'est pas du tout intéressant. Tout ce qu'on fait en tant qu'artiste, ça vient de l'intérieur, de notre vécu. On ne choisit jamais, par exemple moi, si j'ai choisi de travailler sur les cassures, tout ça, ce n'est que notre vécu. Donc en fait, c'est juste passer plus de temps à s'observer, à se connaître, que à regarder ce que les autres font. C'est là où se trouvent les vrais sujets. C'est important. Merci beaucoup, Marguerite et Enrique, pour ce podcast. Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast, donc du coup en direct du festival Incadakes. Vous retrouverez comme d'habitude sur notre Instagram @podcastvision des photographies des deux artistes. Et nous on se retrouve très vite. C'était Alyosha pour le podcast Vision. À bientôt.